Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un Amiga 500 plus, mais pas vraiment. Bon, j'en ai déjà parlé plein de fois. On est sur un Amiga 500 révision 8A, c'est-à-dire un Amiga 500 plus qui a été bridé en Amiga 500. Voilà, à un moment donné, Commodore sortait des 500 plus, mais voulait continuer à vendre des 500 qui se vendaient bien et ça devait être super rentable. Du coup, il ne comblait pas les parties mémoire du 500 plus pour en faire des Amiga 500 et ne garder que 512 kg de mémoire. Et à côté, ils vendaient des 500 plus, je suppose qu'ils les vendaient beaucoup plus cher. La différence, c'est que le 500 a donc 512 kg de mémoire, le 500 plus avait donc 1 méga de mémoire. Wouhou! Et on pouvait bien évidemment rajouter une carte d'extension qui est à côté de moi, mais on en parlera après. Là, si on veut le remettre en Amiga 500 plus, on doit lui rajouter 4 petites puces mémoire. Ah, j'ai plus de lumière, c'est pas grave. 4 petites puces mémoire de 512 kg plus un décodeur mémoire que l'on vient mettre ici, en U32. Il y a deux petits ponts à faire sauter ici. Ça, c'est pas encore trop compliqué. Le plus compliqué étant d'évider les VIA qui sont là pour pouvoir souder les nouvelles puces. Ça, c'est la première méthode et c'est la plus courante. La deuxième consisterait à supprimer le support qui est ici pour fixer un méga chip. Mais c'est une opération qui est plus longue, qui est plus risquée. Et puis, j'ai pas de méga chip sous la main, donc c'est pas ce que je ferai aujourd'hui. D'autre part, moi je me suis un peu embrouillé dans la prestation, puisque là, en fait, le client m'avait demandé si je pouvais changer les condensateurs. On va tester, mais sur un 500, 500 plus, 2000, 1000, le changement de condensateur n'est pas obligatoire. Ce sont des bons gros condensateurs papier. Ils ne vieillissent pas, donc tant que ça fonctionne, on n'y touche pas. Les deux seuls à contrôler, c'est les deux gros qui sont là. Et puis on a les deux ici qui sont sur la partie sonore. Ça vaut le coup de les contrôler, mais voilà, sans plus. Par contre, je suis en train de regarder quelque chose. Ah non, c'était un reflet. J'avais l'impression qu'il y avait eu un peu de travail à ce niveau-là. Mais ça m'étonne que C913 ne soit pas comblé. À moins que ce soit celui qui fonctionne avec la pile. Oh, je me souviens plus. Bref, on verra ça plus tard. Cette carte mère est donc accompagnée, on la reconnaît dans sa boîte métallique, une A501. Donc extension mémoire pour Amiga 500 qui fait 512 kg de mémoire. Depuis tout à l'heure, on parle de mémoire cheap, on ne parle pas de mémoire fast. Ah, elle n'a pas été dessoudée, donc je ne vais pas l'ouvrir. Le problème de ces extensions mémoire, c'est qu'elles étaient dans un boîtier métallique et on ne voyait pas la pile couler. Là, on voit qu'elle a très bien coulé, donc toute la partie horloge, à mon avis, est morte. M'étonnerait que je puisse la récupérer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est récupérer les puces mémoire pour les mettre là. Mais il y a une autre petite astuce. En fait, chez Commodore, on avait sorti une carte qui s'appelait la A502, donc la suite de la A501. A501, 512 kg de mémoire, A502, 1 méga. Et on peut transformer une A501 en A502. En gros, ça vous fait 1 méga de mémoire chip sur la carte d'extension, 1 méga de mémoire chip sur la carte mère, ce qui fait que quand vous pluguez la carte, vous obtenez 2 mégas de mémoire chip, c'est-à-dire le maximum qu'un Amiga puisse accepter. Et ce n'est possible que sur le 500 plus. Après, sur les autres révisions d'Amiga 500, on peut aller jusqu'à 1 méga 5 avec certaines extensions qui se reprennent sur Gary. Mais sur le 500 plus, on peut faire 1 méga sur la carte, 1 méga sur la carte d'extension. On va commencer par la carte mère, c'est le plus simple, et puis on verra ce qu'on fait après avec cette petite extension. Bien, je vous ai passé toute la séance de retrait de l'étain de chacun des VIA. Donc là, en fait, hop, c'est tout beau, tout propre. Hop, 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 et hop. Donc tous les VIA sont libres, il n'y a plus qu'à souder les composants, mais il va falloir faire une modification, comme vous le voyez à l'écran. Donc sur J3, il faut inverser le signal. Sous U32, il faut vérifier que les ponts ne sont pas faits et que les pistes soient indépendantes. Et ensuite, sur JP2, on inverse le signal et on coupe la patte. Encore une fois, merci à Sébastien pour son site Amigaga que je vous invite à visiter. Voilà, donc on va installer tout ça. Et puis, je vais voir si j'ai des supports. Ce serait un peu mieux. Il va y avoir surtout un gros nettoyage sous la carte. En fait, elle est toute oxydée, là, toute rouillée. Et on peut voir, si vous regardez ici, on s'aperçoit que le fluide que j'utilise, qui est une espèce de nettoyant désoxydant, en fait a laissé plein de pattes. Vous voyez, ça fait un espèce de jus
de jus dégoûtant. Donc on va nettoyer tout ça. Et encore une fois pour le nettoyage, moi je prends un produit encore une fois BMJ, du décapant vernis. Ben, ça marche super bien, en plus il y a un petit pinceau au bout. En gros, on pulvérise et on frotte. Voilà. Très honnêtement, moi je pulvérise, je prends une brosse à dents, je trouve que c'est plus simple. Et je frotte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces d'oxydation. J'enlève ça pour pas faire de bêtises. Voilà, faut pas hésiter à faire tout le bas de la carte parce que malheureusement, c'est ici que se réunissent toutes les saletés, les coulures de liquide, les coulures d'acide, la rouille. Ça attaque toujours le bas. Ceci étant fait, je mets la carte légèrement vers le haut et je repulvérise et je fais couler. Voilà, on a un beau petit jus marron qui tombe. L'avantage, c'est que ça sèche très vite. Je vais mettre ça sur un radiateur et ça va sécher encore plus vite. Une fois que l'étain a été retiré, on prend le multimètre en mode continuité et on vérifie que chacun des pads soit bien isolé l'un de l'autre. Voilà. En gros, vous touchez les pads, ça ne doit jamais sonner. Là, ça ne sonne pas. Celui-ci ne doit pas sonner sur aucun des quatre. Ok, double. Hop, ça c'était une erreur de ma part. Double, rien du tout. Sur le JP7A, pas de contact. Et enfin, sur le JP2, pas de contact non plus. Donc ça, c'est bon. Voilà, tous les petits ponts sont faits. Ce que je vous conseille, si jamais vous faites ça, c'est de mettre des supports. Parce que les puces, eh bien évidemment, c'est des puces d'occasion que vous allez trouver. Même si vous les achetez principalement sur AliExpress, parce qu'on en trouve, ce sera des puces très certainement d'occasion. Donc c'est bien de mettre des supports pour pouvoir tester, plutôt que de souder directement les puces, et puis après de devoir les supprimer pour vérifier s'il y en a une qui est cramée ou pas, si jamais vous avez un écran vert. Je soude des supports et on teste au démarrage. Bien, après avoir perdu un temps fou avec d'innombrables écrans verts, d'où l'intérêt de monter des supports, ça marche enfin. J'ai un MO de chip. Bon là le problème, enfin j'avais deux problèmes. Le premier c'est que je dois avoir des mémoires qui ne sont pas, au top de leur forme. Du coup il y en a une ou quatre de cramées. Ça je le définirai plus tard. Pour ça c'est très simple. Là vu que ça fonctionne, j'enlève une mémoire, je prends une mémoire pour la remplacer et la mettre ici. Si ça démarre, c'est qu'elle est fonctionnelle. Si j'ai un écran vert, c'est que ma mémoire est morte. Je ferai le tri un peu plus tard. Et je me suis trompé. Alors là, c'est complètement de ma faute, parce que j'ai pas fait attention. J'ai mélangé des composants. Alors là, par contre, je sais que d'autres me le diront dans les commentaires, parce que là, j'ai pas réellement la réponse. Normalement, il faut mettre des 74 F139N. Et j'avais mis un 74 F139 PC. Je ne sais pas s'il y a une réelle différence entre les deux. En tout cas, avec mon PC, ça ne fonctionnait pas. Alors qu'avec le N, ça fonctionne. Encore une fois, ce sont des pièces d'occasion, donc si ça se trouve, c'est mon 139 PC qui est HS. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit voir à l'écran? Si tout s'est bien passé, vous avez donc chip, un MO, et pas de fast, pas de slow. Si on avait rajouté de la mémoire, par exemple sur un 500 classique, pas 500 plus, on aurait pu retrouver de la slow RAM. Bon, après, il y a des modifs pour faire en sorte que ça apparaisse en chip. C'est pas le sujet. Là, l'intérêt, c'est d'avoir les 1 MO de chip. Ce qui fait que normalement, si on rajoute un MO sur une carte d'extension telle que la A501 dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, on pourrait obtenir 2 MO de mémoire. Par contre, là, la carte ne faisant encore que 512 kg, le sujet n'est pas encore là. Donc, pour ce qui est de la carte d'extension, on peut voir que l'acide a vraiment tout rongé. On voit même plus les pistes. Ça a traversé en plus. Donc là, je suis pas sûr de pouvoir faire grand chose. En tout cas, à mon avis, la partie horloge ne sera pas sauvable. Donc, on va lui mettre un petit peu de vinaigre blanc. Donc, on peut voir que ça pétille un peu. Alors, il m'aurait fallu du 14 degrés, mais là, j'en ai pas sous la main. Donc, on va laisser agir comme ça. Et puis on verra ce que ça donne d'ici une petite demi-heure. En tout cas, le vinaigre va arriver normalement à ronger la partie acide. Et le temps que le vinaigre fasse son effet, j'ai remplacé une des puces mémoire qui fonctionne par une puce avec laquelle ça ne fonctionnait pas tout à l'heure. Et voilà ce que j'obtiens. Et j'ai un écran vert, alors c'est pas le vert faute de mémoire,
C'est un peu le verre cacadois. J'éteins. Je vais prendre une autre mémoire. Hop, j'enlève celle-ci et elle va directement à la poubelle pour ne pas faire de bêtises. J'en prends une autre. Je la mets en place et je démarre. Là, on entend le Gotek qui démarre. Écran blanc, donc la ROM est en train de se charger puisque c'est une 1.3, donc elle commence par un écran blanc. Et si je vais faire un tour dans ma mémoire, j'ai bien mes 1 MO de chip. Donc voilà comment on peut contrôler l'état de ces puces mémoire. C'est un test rapide. Je vais contrôler tout le reste. En attendant, j'en avais au moins une de cramée. Bien, on est quelques jours plus tard, 2 précisément. Donc pour le 500, c'est réglé, il est en 500+, il n'y a pas de souci, c'est acté. Par contre, pour ce qui est de la A501, j'ai rien pu faire. En fait, elle est tellement rongée que toutes les parties cuivre en fait, qui servent à faire les contacts sont complètement mortes. J'en ai profité pour tester les puces. Visiblement, il y en a au moins 2 qui ne fonctionnent pas ou qui n'ont pas un circuit suffisant pour pouvoir fonctionner. Honnêtement, une carte neuve d'un MO, je crois que j'ai regardé, ça vaut entre 25 et 30 € plus ou moins, hors frais de port. Ça va pas être intéressant. C'est intéressant pour la collection si je le fais pour moi-même, mais là, c'est pas le cas, donc je ne le fais pas. Donc si vous avez une carte d'extension en boîtier métallique, c'est une 501. N'hésitez pas à l'ouvrir pour vérifier l'état de la batterie. Et puis, inutile de remettre le shield, il ne servira à rien. Voilà, cette petite vidéo modification d'Amiga 500 en A500+ est terminée. Merci de l'avoir regardé. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!